Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir ce soir de recevoir Emmanuel Bouré-Sarr. Bonsoir, Monsieur Sarr. Bonsoir, Monsieur Der. Alors, vous êtes le directeur général de Brooke Afrique de l'Ouest. Vous allez nous dire d'abord, qu'est-ce que c'est que Brooke Afrique de l'Ouest? Brooke. Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de saluer l'équipe de la TFM et de saluer tous les téléspectateurs de la TFM au Sénégal et à travers le monde. Brooke, c'est une ONG britannique qui est née en 1934. Oui. 1934-2024, nous célébrons 90 ans d'existence. C'est d'ailleurs le prétexte de cet entretien, les 90 ans de l'ONG Brooke. Effectivement. Oui. Allez-y. Alors, le nom Brooke vient du nom de famille de la fondatrice de l'organisation qui s'appelait Dorothée Brooke. Okay. Dorothée Brooke est arrivée en Égypte en 1930 pour rejoindre son mari qui était chevalier dans l'armée britannique. Et elle avait fait un constat. Les chevaux qui avaient été utilisés pendant la Première Guerre mondiale, qui avaient été ramenés de l'Angleterre, avaient été par la suite cédés en Égypte à des personnes pour le transport, pour les utiliser. Et elle avait noté beaucoup de maltraitance sur ces chevaux-là. Ce qu'elle a fait, c'est qu'à partir de 1931, elle a commencé à écrire à l'opinion publique pour demander à ce que des soins soient apportés à ces animaux-là. Elle a réussi à collecter, à mobiliser des fonds qui lui ont permis de créer ce qu'on avait appelé à l'époque le Old War Memorial Hospital, qui est l'hôpital mémorial pour les vieux chevaux, ce sont les chevaux de guerre. Et cette structure était un hôpital en fait dédié à soulager la souffrance de ces chevaux-là. C'était soit les traiter s'ils en avaient besoin ou leur donner au moins une vie digne ou une fin de vie digne. Et c'est ça qui a été à l'origine de l'organisation qui est finalement fondée en 1934 et qui depuis lors s'est mutée en une organisation internationale. Le siège se trouve en Belgique, mais nous sommes actuellement sur 3 continents. Nous sommes en Afrique, en Asie, en Europe et je dirais même 4 puisque le siège se trouve en Angleterre. Et c'est une organisation dont le focus et le bien-être des équidés de trait. On parle des chevaux, des ânes et des mulets. Mais il faut considérer que la vision, elle s'est étendue et elle a pris en compte les communautés qui sont détentrices de ces animaux-là. Ça veut dire qu'on est passé d'une organisation qui s'occupait de bien-être des chevaux à une organisation qui, dans sa globalité, prend en compte les chevaux, les ânes et les mulets, mais également les communautés qui utilisent ces animaux-là, parce que le bien-être animal est intrinsèquement lié au bien-être des populations. Alors, vous l'avez parlé de maltraitance à propos de ces chevaux. Vous devez avoir beaucoup de boulot. Oui. Ici au Sénégal, en tant que directeur général donc Afrique de l'Ouest de Brooke, on va en reparler, mais surtout revenez sur l'impact aujourd'hui de cette ONG après 90 ans. Après 90 ans, l'ONG a eu beaucoup d'impact. Et je vais revenir peut-être sur le dernier événement. C'est que cette année, au mois de février, la 37e conférence des chefs d'État de l'Union africaine a décidé d'interdire le commerce de peau d'âne. Ça veut dire que l'âne, cet animal invisible dont on ne parle pas, qui souffre beaucoup de préjugés, s'est retrouvé à la table des chefs d'État pour une décision historique qui est celle d'interdire le commerce de leur peau. Pourquoi? Et nous allons revenir là-dessus parce que justement aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces ânes sont recherchés par la Chine pour leur peau. Oui, il y a un trafic. Il y a un trafic qui se fait. Et donc, il y a un travail qui a été fait par Brooke pour justement remettre ce débat sur la table. Comme vous dites, on va en reparler. Donc, quels sont les grands accomplissements de Brooke dans ces 90 ans? Je dirais histoire de faire un bilan. Tout à fait. Le premier accomplissement, c'est de passer d'une organisation qui est née en Égypte, dans un pays, et qui se retrouve maintenant sur 3 continents. Comme vous dites, oui, qui se retrouve maintenant sur plus de 15 pays, qui a réussi d'abord à changer les mentalités et les perceptions des communautés sur l'importance de ces animaux-là. Une organisation qui a permis également de former et de renforcer les capacités de beaucoup de prestataires de services. On parle des vétérinaires, des professionnels de santé animale. Une organisation qui a réussi également à faire du plaidoyer pour la mise en place de textes qui protègent ces animaux-là. Mais peut-être pour être un peu plus contextuel sur le contexte du Sénégal, lorsque nous sommes arrivés, parce qu'au Sénégal, nous avons démarré nos interventions à partir de 2011, il a fallu d'abord identifier des partenaires avec lesquels travailler, parce que nous sommes une organisation qui faisons dans le faire-faire. Nous travaillons avec des organisations paysannes. Nous sommes dans les régions de Louga, Diourbel, Fatick, Thiès. Et avec ces organisations, nous avons d'abord déblayé un peu l'historique de l'utilisation de ces animaux au Sénégal pour comprendre les relations entre l'homme et l'animal. Et c'est de là qu'on a identifié beaucoup de problèmes de maltraitance et beaucoup de problèmes que vous voyez sur les animaux.
La deuxième chose que nous avons faite, c'était de faire une production d'évidence. Il fallait aussi, avant de pouvoir rencontrer les autorités pour parler des ânes ou des chevaux, produire des évidences sur leur importance socio-économique. Nous avons fait une étude qui a été largement vulgarisée, qui a fait ressortir des points très importants. Un élément très simple aujourd'hui, c'est que un conducteur de charrette à Dakar gagne par jour au moins 7 000 francs. Et cela peut aller de 7 000 à 15 000 francs. Rapporté sur un mois, c'est supérieur au SMIC des travailleurs manuels. C'est un élément factuel. L'autre élément, c'est que la perte des ânes ou des chevaux aurait un impact significatif sur l'agriculture. Et les chiffres qui sont ressortis, c'est qu'on aurait des pertes de production de 45% sur le mil, 46% sur le maïs et 78% sur l'arachide. Posé de façon très simple, hein, un âne qui est perdu aujourd'hui, ou un cheval dans un ménage rural, c'est un enfant, un garçon certainement qui ne peut plus aller à l'école parce qu'il doit aider son papa dans les champs, celui-ci ayant perdu son moyen d'existence. C'est une petite fille du Ferlo qui va être obligée de sortir également de l'école parce qu'elle doit aider sa maman dans les tâches quotidiennes pour aller chercher le bois ou pour aller chercher de l'eau. C'est une maman qui doit aller d'un village à un autre pour aller dans un poste de santé pour pouvoir accoucher, qui va être obligé de le faire par d'autres moyens parce que là, le cheval n'est plus disponible. C'est aussi un agriculteur de Djilor ou de Joal qui va être obligé d'attendre que son voisin finisse avec son cheval et son âne pour pouvoir le lui emprunter ou le louer pour aller faire sa propre production agricole. Donc je pense que souvent les gens pensent effectivement que bon, les chevaux, les ânes, ils ne sont pas importants. Mais rapporter cela au quotidien, on se rend compte que ce sont des animaux qui sont extrêmement importants, dont le bien-être, justement, est important. Surtout pour les citadins que nous sommes, c'est à la limite si ces animaux ne sont pas transparents alors qu'ils sont familiers dans notre environnement. Bon, on va rester avec le bien-être des équidés à travers le support donc de Brooke et de ses programmes. Pouvez-vous nous dire des actions concrètes que vous menez sur le terrain? Ok. Alors, nous faisons beaucoup de sensibilisation à travers les médias dans les zones d'intervention dans lesquelles nous sommes pour justement travailler sur la compassion, pour justement faire comprendre l'importance de ces animaux-là. Cela se fait par le biais d'animation, d'activités d'IEC, mais nous avons aussi eu à produire des argumentaires religieux sur la base du Coran et de l'islam. J'ai ici quelques extraits que je vais me permettre de montrer, qui justement disent ce que le Coran ou la Bible disent sur le bien-être animal. Parce que les gens pensent que ce sont des concepts importés, mais ce sont des concepts qui sont bien ancrés dans nos traditions, dans nos cultures et dans nos religions. Si vous me permettez de citer, hein, dans l'argumentaire sur le bien-être animal de l'islam, Abu Daoud relate dans une de ses hadiths que le prophète, paix et salut sur lui, avait en face de lui un Médinois qui maltraitait son chameau et lui a dit: ne crains-tu donc pas Dieu dans ta façon de traiter les animaux qu'il a mis en ta possession? Certes, ce chameau s'est plaint de toi et prétend que tu le gardes affamé et que tu le fais travailler sans relâche. Dans le livre de l'Exode, pour l'argumentaire religieux chrétien, il est dit, Exode 23, 12, pendant 6 jours tu feras tes travaux, et le 7e jour tu chômeras afin que se reposent ton bœuf et ton âne, et que reprenne souffle le fils de ta servante, ainsi que l'étranger. Donc ce sont des choses qui sont ressorties et que nous utilisons avec les imams et les prêtres pour faire le prêche. Sur le point du plaidoyer, au Sénégal, il y avait depuis 1995 un arrêté interministériel qui réglementait le transport des véhicules à traction hippomobile. Donc on parle des charrettes. Ce texte a été revu en 2016 lorsque l'Organisation mondiale de la santé animale a mis en place les normes sur le bien-être animal. Nous avons aidé le ministère de l'élevage à l'époque à adapter son texte aux réalités. Et ce texte a été mis à la disposition des populations sous la forme d'un livret. Et ce texte est dans le journal officiel du Sénégal. Mais pour le rendre plus accessible aux communautés, ce que nous avons fait, nous avons essayé de le mettre sous une forme imagée pour permettre aux populations, qu'elles soient alphabétisées ou non, de pouvoir s'en référer. Nous avons des interventions au Sénégal, mais nous sommes également au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, nous sommes au Ghana et nous sommes également au Togo. Et dans ces pays, nous avons travaillé avec les autorités également sur la mise en place de textes réglementaires pour justement protéger ces animaux. Je parlais initialement des moyens d'existence des communautés. Aujourd'hui,
quand vous dites à quelqu'un il faut prendre soin de ton animal, il faut aussi s'assurer que lui-même ait les moyens justement de se prendre soin, de le faire également. Donc nous avons mis en place des programmes. Au Burkina Faso, nous avons mis en place des programmes pour faciliter l'accès à l'eau aux communautés. Des communautés qui sont justement dans le Sahel et qui souffrent de manque d'eau. Faciliter l'accès à l'eau pour les communautés, pour les animaux, mais également permettre des activités productives, c'est-à-dire permettre aux femmes d'avoir accès à l'eau pour la production maraîchère. Ce sont des activités que nous avons également menées. Dans le domaine de la formation des professionnels de santé animale, nous avons des collaborations avec la plupart des institutions de formation au Sénégal et dans l'Afrique de l'Ouest. Ici, nous sommes avec l'école vétérinaire de Dakar, l'école de Bambey et les autres écoles qui forment les paraprofessionnels. Et nous avons réussi à intégrer les questions de bien-être animal dans les curricula de formation. Et nous avons aussi une collaboration avec l'Ordre des vétérinaires du Sénégal, avec qui nous avons régulièrement fait des formations de mise à niveau sur la gestion des cas cliniques des équidés. Je vais revenir aussi sur un élément qui est très important, qui est vraiment un facteur de succès dont nous sommes très fiers, c'est la formation en maréchalerie. Vous savez, le maréchal ferrant, ce sont ceux qui font le parage des pieds, des sabots des chevaux ou des ânes et qui posent le fer. En Europe, ce sont des formations qui durent au moins 6 ans. Ici, au Sénégal ou en Afrique, on est maréchal ferrant parce qu'on l'est de père ou de grand-père et on a acquis un savoir traditionnel. Et ce sont souvent des menuisiers métalliques ou des artisans qui faisaient cela. Nous avons réussi à former des jeunes sur la base d'un curriculum de formation qui a été développé avec le ministère de la formation professionnelle pour que l'enseignement de la maréchalerie soit intégré dans les centres de formation professionnelle. Et nous avons eu une première expérience au niveau du CFP de Thiès, où nous avons eu 11 sortants, hommes et femmes, je tiens à le préciser, qui sont aujourd'hui des maréchaux ferrants qualifiés, qui sont en mesure d'ouvrir leur propre échoppe et de développer des activités de maréchalerie. Ce qui veut dire que ça contribue également à réduire le chômage auprès des jeunes. Aujourd'hui, nous avons d'ailleurs une équipe qui est venue de Londres, des maréchaux ferrants qui sont à Thiès avec les jeunes pour les aider justement à mettre à jour leurs connaissances. Beaucoup d'actions concrètes aussi, mais est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, je répète, ici au Sénégal, quand on voit ce qui se passe dans la circulation avec les chevaux qui transportent de lourdes charges, souvent maltraités également, pas très bien nourris? Le problème se pose de l'alternative à ces voitures hippomobiles ou à traction animale. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens avec le ministère peut-être des Transports? Est-ce qu'il y a des choses qui sont entreprises dans ce sens? Tout à fait. Alors, je commencerai d'abord par dire qu'on a quand même eu un long chemin. Je pense qu'on a commencé à parler de bien-être animal au Sénégal et maintenant, il y a vraiment une grande différence. Pour preuve, aujourd'hui dans les réseaux sociaux, vous verrez des lanceurs d'alerte qui prennent des photos, des images et qui disent on dénonce beaucoup. Cela ne se faisait pas, je dirais, il y a 10 ou 15 ans. Ça, c'est vraiment une actualité. Maintenant, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de difficultés. Parce que les propriétaires d'équidés, ce sont des propriétaires indépendants. Ils ont acheté leur cheval, ils en font ce qu'ils veulent. Et au Sénégal, malheureusement, on a tendance à faire... Oui, ils en font ce qu'ils veulent, mais à la limite de l'acceptable. De l'acceptable. Voilà, c'est effectivement cela. Et je pense que vous avez vu, par exemple, récemment, les photos de cette âne qui était chargé à tel point qu'il a été cabré et que c'est devenu viral. Ce sont des images... J'ai retenu même l'endroit, mais bon, pas la peine de citer. Voilà, ce sont des images qui sont régulières, que nous essayons de régler à travers les sensibilisations. Parce que nous avons aussi notre limite d'action. Aujourd'hui, l'arrêté interministériel dont je parlais a réglementé le transport hippomobile, notamment sur les poids de charge, notamment sur des outils, la carte de cocher, le certificat, le livret signalétique et sanitaire des animaux. Il y a même une disposition qui prévoit une assurance en cas d'accident. Malheureusement, ce n'est pas mis en œuvre. C'est un arrêté interministériel qui a été signé par 3 ministères. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je donne un exemple bien simple, un cocher pourrait être arrêté par la police ou la gendarmerie et on pourrait lui réclamer la carte de cocher. Mais en amont, l'autorisation de circuler. Mais en amont, ces documents ne sont pas forcément disponibles. Donc c'est véritablement le problème de l'accessibilité ou de la mise en œuvre des dispositions qui sont des dispositions avec des sanctions, avec à la clé donc des sanctions pour les contrevenants. Vous avez tantôt parlé aussi de trafic d'ânes et vous avez parlé de peau, de trafic de peau d'âne. Qu'est-ce qui se passe avec cette problématique?
Alors, c'est une problématique, je dirais, cruciale et c'est une problématique de l'heure. J'ai énoncé tout à l'heure qu'une décision avait été prise par l'Union africaine, mais c'est une problématique qui demeure. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la Chine, et c'est depuis des centenaires, en fait des centaines d'années, développe un produit cosmétique dénommé Ejiao, qui est fait à partir d'une gélatine extraite de la peau d'âne. Et on a même retrouvé des écrits dans les textes des anciennes dynasties chinoises qui parlent des bienfaits de Jiao sur la santé, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2011, il y a eu une série télévisée qui est sortie en Chine, un peu comme les telenovelas que nous avons ici dans nos pays, et qui a fait, je dirais, l'apologie de ce produit. Souvent, ça commence comme ça. Des vertus, etc. Et il y a une classe moyenne en Chine qui s'est appropriée de ce produit et qui a commencé à demander le produit. La Chine ayant une population de 11 millions d'ânes, il y a une vingtaine d'années, a commencé à utiliser ses propres ressources et s'est rendu compte que cette ressource était en train de disparaître. Et actuellement, la population asine en Chine, elle avoisine les 2-3 millions. Malgré le fait qu'ils ont essayé eux-mêmes de développer la reproduction des animaux et ils se sont rendus compte que c'était pas possible. La demande était forte. Et on parle aujourd'hui de 7,9 millions de peaux. Donc ça veut dire 7,9 millions d'ânes qu'il faut abattre pour satisfaire cette demande chinoise. On parle aujourd'hui d'à peu près de 8 milliards de dollars US qui est autour de ce commerce. Parce que c'est un commerce qui est très fructueux. Vous dites 8 milliards de dollars? 8 milliards de dollars. Alors, pour justement régler ce problème, qu'est-ce qui s'est passé? Ça risque de susciter des... Oui, ils se sont rabattus sur la Chine, ils se sont rabattus sur l'Afrique, excusez-moi, ils se sont rabattus sur le Brésil et ils ont commencé à rechercher la peau d'âne. Au Burkina, un âne qui coûtait 30 000 francs, vous allez au nord à Gelongo, à la frontière avec le Ghana, il coûte 120 000. Aujourd'hui, le producteur qui a perdu son âne, est-ce qu'il a la capacité de l'acheter un âne à 120 000 avec le risque qu'on le lui vole à nouveau? Parce que le vol d'âne est aussi une pratique qui est récurrente. C'est une corrélation de la forte demande. Voilà. Maintenant, la Chine a bougé dans plusieurs pays, est partie au Kenya. Ils ont mis en place, avec l'appui du gouvernement, 3 abattoirs, avec la capacité d'abattre 1000 ânes, parce que derrière, il y avait justement ce leurre qu'on pouvait les aider à développer l'industrie, je dirais la reproduction asine. C'était un leurre. La population kenyane est passée de 1,8 million à 900 000. La population d'âne, excusez-moi. La population il faut bien préciser. Est passée de 1,8 million à 900 000 ânes. Ils ont essayé, en Afrique, ils ont essayé au Sénégal. Mais le Sénégal a été très ferme. En 2016, il y a eu un arrêté ministériel qui a interdit l'abattage des peaux d'âne parce que justement, il y avait le risque que la viande d'âne soit introduite dans les circuits de consommation. Et c'était même un risque avéré. Donc, ça a été arrêté. D'autres pays ont pris la suite, le Burkina, le Mali, la Gambie, etc. Le problème actuel, c'est que c'est le commerce illégal qui fait foison. Et justement, avec la porosité de nos frontières, le commerce est aujourd'hui très très fort. C'est-à-dire que ce sont des ânes qui quittent du Mali, du Tchad, du Niger, qui passent par des pays comme le Burkina Faso, qui descendent vers les pays côtiers, notamment le Ghana, et à partir de là, les peaux sont exportées en Chine. Ça a suscité beaucoup d'engouement justement à cause des prix qui étaient proposés, comme je l'ai dit, de 30 000 à 120 000. Là, il y a de quoi faire un business. Et les gens se sont lancés dans cela. Mais c'est après qu'on s'est rendu compte également qu'il y avait le leurre sur la production. Parce que les ânes, ce n'est pas de la volaille. Un âne met en moyenne 371 jours de gestation avant de mettre bas. Il y a très peu de grossesse gemellaire. Un âne, il met un anon et il va mettre peut-être 1 ou 2 ans avant de remettre bas. Nos ânes sont souvent confrontés à des problèmes d'alimentation, de maltraitance, justement, qui font qu'ils ne sont pas... Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si ce commerce continue, dans quelques années, dans 10 ans, on ne parlera plus d'ânes. Au Sénégal, on a 800, on a moins d'1 million d'ânes, de têtes. Au Burkina, au Niger, ça avoisine 1 200 000, 2 millions, parce que justement, les statistiques même sur cette population d'ânes, elle n'est pas très claire. C'est pour cela que Brooke a, avec d'autres organisations, décidé de porter le plaidoyer. Ça a commencé par l'organisation d'une conférence à Dar es Salaam, en 2023. Mais avant cela, il y avait une conférence régionale organisée au Burkina Faso par Brooke Afrique de l'Ouest. Cela a permis de suivre le circuit justement, je dirais, légal et législatif de l'Union africaine. C'est passé par la réunion des conseils des ministres et finalement c'est arrivé sur la table des chefs d'État qui ont unanimement décidé de mettre fin à ce commerce. Maintenant,
entre la signature de cette décision et la mise en application, il y a énormément de choses. Et d'autres mesures pour combattre ce trafic? Mais je pense que la principale mesure, c'est d'appliquer les règles qui ont été édictées. Okay. Il y a un décret qui est signé, il y a un arrêté qui est signé, il y a un décret qui est signé, un arrêté ministériel dans un pays. Il faut que ces décisions-là soient appliquées. Malheureusement, l'application de ces décisions implique également d'autres corps de métier. Je dirais la douane, la police, la gendarmerie. C'est comme aujourd'hui, si je fais une petite digression, cette question, par exemple, de la vente illicite de médicaments. Hier, il y a eu des vétérinaires qui sont sortis, et je les salue, le conseil des vétérinaires, pour parler des médicaments frauduleusement introduits dans nos pays. Exactement. Ces médicaments-là ont un impact négatif sur la santé des animaux, mais peuvent avoir aussi un impact négatif sur la santé humaine. On parle de la résistance aux antimicrobiens, on parle de One Health, une seule santé. Ce sont des problématiques qu'il faut prendre en compte. Malheureusement, quand une décision est prise, l'application laisse à désirer. C'est le même problème aujourd'hui avec la question de la peau d'âne. Les perspectives peut-être, avant de nous quitter, pour Brook? Les perspectives, c'est de continuer le combat. C'est d'utiliser la presse, et je vous remercie encore pour cette invitation, d'utiliser les médias pour vraiment non seulement parler de la maltraitance animale, mais surtout montrer l'impact négatif sur les communautés. Parce qu'on ne fait pas toujours ce lien, et ce lien, il existe. Le lien entre la maltraitance animale, le lien entre la sous-productivité et le lien avec les moyens d'existence des communautés, il est là, et vraiment, il faudrait qu'une prise de conscience soit faite. Maintenant, nous le faisons avec les sensibilisations, les activités de communication. Ce n'est jamais suffisant. On va continuer, mais je pense qu'il faudrait que ce soit un combat mené par tous. C'est un combat de Brook. C'est un combat de la société civile, c'est un combat des organisations paysannes, des ONG avec lesquelles nous travaillons, mais c'est un combat également des gouvernements et des États. Merci Emmanuel Bouressard. Merci beaucoup, Monsieur Der. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.